Bonsoir, c'est sans doute l'un des secteurs d'activité les plus impactés dans le monde avec le contexte Covid-19, les assurances. La crise sanitaire a plongé, comme vous le savez tous, l'économie mondiale dans l'incertitude et les assurances n'ont pas été épargnées. Une ampleur sans précédent. La pandémie a provoqué un arrêt brutal de l'activité économique mondiale, une crise qui intervenait il y a déjà 2 ans, alors que, à l'époque déjà, le marché était lourdement touché par la recrudescence des catastrophes naturelles, des catastrophes de plus en plus sévères et dévastatrices. Ce soir, avec notre invité que je vous présenterai dans un instant, nous allons faire un état des lieux. Dans un premier temps, état des lieux, comment ce secteur finalement s'en sort. À quand un retour à la normale? Quid de l'Algérie, bien sûr, comme à chaque fois. Nous tenterons de savoir au juste l'impact sur notre pays, bien sûr, de cette crise sanitaire sur le secteur des assurances et puis l'évolution dans le proche avenir. Un secteur automobile en berne, vous n'êtes pas sans le savoir, et bien sûr des conséquences sur le secteur des assurances. Alors, quelles seront les tendances dans les tout prochains jours, les produits qui risqueraient d'intéresser demain le citoyen? L'émission d'aujourd'hui est intitulée « Assurance, quel impact du Covid ?» Bienvenue dans Insight. Et voici notre invité, M. Youssef Ben Missia, président de l'UAR, l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, PDG de la CAT et récemment élu président du GAIF. M. Ben Missia, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nordine Azouz, directeur de rédaction du quotidien Reporter, notre consultant comme tous les mercredis soirs. Nordine, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Et merci d'être là également. Le contexte pandémique a plongé l'économie dans l'incertitude. Les assurances n'ont pas été en reste. Nous allons donc en parler ce soir avec notre invité. 2 années quasiment après le Covid, M. Ben Missia, elle en est où la situation? Finalement, comment se porte le secteur des assurances dans le monde? Alors, le secteur d'abord l'économie mondiale, elle sort graduellement ou progressivement de la crise Covid, après avoir connu une contraction du PIB mondial de près de 4%, concernant donc l'économie mondiale. Et comme vous le savez, l'assurance est intimement liée donc, à l'activité économique. Donc, bien sûr, il y a eu un impact diversement apprécié selon les marchés, mais un impact même au niveau mondial. Un impact puisque, si on fait parler un peu les chiffres, sur les 10 dernières années, par exemple, avant le Covid, l'industrie mondiale de l'assurance progressait en moyenne de l'ordre de 3%. Sur les 10 dernières années. Chaque année, il y avait une progression de l'ordre de 3%. Ça a été le cas jusqu'en 2019, sauf en 2020. En 2020, l'industrie mondiale d'assurance n'a pas connu de progression. Et à peu près en même chiffre d'affaires que l'exercice 2019. Je peux vous donner le chiffre, c'est en milliers de milliards de dollars. C'est des chiffres très importants. 6 287 milliards de dollars en 2020. Chiffre d'affaires du secteur des assurances dans le monde. Mondial. Donc c'est exactement le même chiffre d'affaires que l'année 2019. Maintenant, si on le corrige avec l'inflation, c'est une diminution de l'ordre de 1,3%. Alors c'est dû à tous les secteurs qui gravitent autour de l'industrie de manière générale, qui ont été impactés? Comme je l'ai dit, en fait, l'activité d'assurance, elle est derrière toutes les activités. Donc elle est intimement liée. Donc s'il y a un ralentissement d'une activité quelconque, de toutes les activités, comme ça a été le cas pendant la période de Covid. Donc l'impact, il est direct sur le secteur des assurances. On pense au transport, notamment. Exactement. Surtout voilà. les transports. C'est ce que j'allais citer. Donc la fermeture des frontières, donc pas de transport, les avions cloués au sol, au tarmac,
des navires dans les ports. Donc, pas de déplacement, pas de tourisme, pas de vie sociale. D'assurance personne. Exactement. C'est tout ça, en fait, qui a donc des usines parfois au ralenti ou à l'arrêt. Et c'est tout cela qui a donc eu comme effet donc, un ralentissement également de l'activité donc, d'assurance, puisque j'ai dit il n'y a pas eu d'évolution. Et même, disons, ce 0% de croissance, si on le corrige avec l'inflation, en fait, c'est une diminution du chiffre d'affaires mondial de l'assurance estimée à peu près 1,3%. D'accord. Nordine Azouz, pour commencer. Oui, j'approuve totalement l'appréciation que vient de faire Sebel Messia sur ce qui s'est passé dans le marché des assurances sous la pression du Covid. Il y a eu des pertes de marché énormes qui ont été perdues. Il y a eu une stagnation de l'activité du secteur à l'échelle mondiale. Ce que j'ajouterais, moi, c'est que le marché a dû absorber des chocs auxquels il ne s'attendait pas. Dans celui de la pandémie, et c'est quelque chose de très important. J'ajouterais aussi autre chose de très important, c'est que jamais, depuis la pandémie, on a compris l'importance du marché de l'assurance et du rôle qu'il joue dans la protection de l'activité économique. Ça, Donc, il y a eu un impact et en même temps une leçon. L'impact, c'est que il a été corrélé au ralenti et au recul de l'activité économique à l'échelle internationale. Et la leçon, c'est qu'on a compris, en fait, que si on n'est pas assuré, notamment contre des chocs auxquels on ne s'attendait pas, on se retrouve en situation de grosses difficultés. Voilà, en gros, c'est Ahmed. Et pour ce qui est des catastrophes naturelles, puisque on estime que juste avant 2020, il y a eu une recrudescence de ce type de catastrophe, et on sait l'impact que ça a pour les assurances. Entre Covid et recrudescence de ces catastrophes, ça n'a pas été évident. Alors, justement, disons, avec le Covid, les conditions de couverture, d'assurance et de réassurance et le prix de l'assurance d'une façon générale, il y a eu un durcissement. C'est un durcissement supplémentaire. Car avant, justement, avant 2020, il y avait déjà des prémices de marché hard, comme on l'appelle. Un marché dur, un durcissement des conditions de couverture, d'assurance et de réassurance, dû essentiellement aux catastrophes naturelles, comme vous l'avez dit, M. Lahri. Donc, en fait, le marché mondial de l'assurance et de la réassurance a perdu énormément avec les catastrophes, surtout celles de 2018 et de 2019. Donc, et le marché essaie de récupérer donc en augmentant donc, la tarification, les tarifs, en fixant de nouvelles conditions de couverture et de prix aussi. Donc, déjà, on avait un avant-goût, avant le Covid, on avait un avant-goût de l'évolution, disons, du marché mondial de l'assurance et de la réassurance. Et la Covid, donc, a accentué exactement. D'ailleurs, peut-être c'est ce qui a permis un peu en 2021 une reprise de l'activité, disons, du marché de l'assurance et de la réassurance. Il y a une reprise donc, en 2021, mais on pourra en parler. Voilà. Forcément. Il y a quelque chose d'autre, Nordine Azouz ? Oui, Ahmed, juste à propos de l'intégration du nouveau paramètre par le marché, le changement a été tel, on peut peut-être même parler de rupture épistémologique, entre guillemets, ce qui s'est passé depuis le Covid. C'est que maintenant, les acteurs du marché, les acteurs internationaux, paramètrent la question des écosystèmes et des catastrophes naturelles. Je vous donne un chiffre, que je viens de consulter juste avant d'arriver, c'est que les grands acteurs du secteur à l'échelle internationale, par exemple, sont en train de chiffrer le scénario de l'effondrement de l'écosystème à une valeur autour de 125 milliards jusqu'à 144 milliards de dollars. Vous imaginez un petit peu, c'est un petit peu le double du PIB mondial. Donc, c'est dire à quel point le Covid a changé totalement, en fait, le comportement des acteurs du secteur et même dans leur façon de prévisionner, si je puis dire, l'évolution du marché. Très bien. On reste toujours avec cette analyse du marché mondial. Monsieur Ben Messia, avec l'interruption des activités économiques, on disait depuis le début de cette émission,
il y a la sinistralité qui a évolué, soit à la baisse, soit à la hausse, et en fonction de la branche d'assurance. Pourquoi cette nuance? Je pose la question à l'expert. Oui, vous avez entièrement raison. La sinistralité a été diversement appréciée selon, disons, les branches d'assurance. Et je vais donner, je pense, un exemple simple, les accidents de la circulation. Pendant la période Covid, donc, il y avait le confinement, il n'y avait pas beaucoup de déplacements. Quasiment pas. Pas de déplacement, il y avait la distanciation aussi. Donc, on n'utilisait pas beaucoup les moyens de transport. Absolument. On n'utilisait pas donc, les véhicules. Donc, on a senti partout dans le monde, y compris chez nous, donc, une baisse des déclarations de sinistre. On les appelle déclarations de sinistre. Donc, il y a eu une baisse sensible des déclarations de sinistre. Ça, c'est un exemple simple que tout le monde peut vérifier. Il y a aussi d'autres exemples. Le fait qu'il y ait donc des usines qui travaillent au ralenti ou carrément fermées, d'accord, il y a moins d'activité, moins de risques. Le fait qu'il y ait donc moins de déplacements, moins de transports, moins d'avions, etc., c'est tout ça qui a fait que la sinistralité, elle a baissé, d'un côté. Mais d'un autre côté, une usine qui ferme, elle perd un revenu, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle, nous, dans le jargon des assurances, la perte d'exploitation. Donc, une usine qui s'arrête du fait qui ne produit plus, donc n'a plus de rentrée, n'a plus de revenus, donc il y a une perte d'exploitation. Cette perte d'exploitation, il y a une couverture d'assurance pour cela. Mais elle est conditionnée. Il faut qu'il y ait un dommage matériel pour que cette assurance donc, puisse être enclenchée. Là, il n'y a pas de dommage matériel. Donc, il y a eu énormément de pertes qui n'ont pas été prises en charge, sauf quand, dans certains pays, c'est passé devant les tribunaux. Alors, il y a certains assurés qui ont eu gain de cause et des compagnies d'assurance donc, ont été condamnées à verser donc, l'indemnisation en assurance perte d'exploitation. Un autre exemple que je citerai pour montrer la sinistralité, là, c'est une forte sinistralité, c'est par exemple l'annulation d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés. Et derrière ces événements, il y a tourisme, tout, par exemple, des événements, c'est des congrès, c'est donc est-ce que les organisateurs avaient une police d'assurance? Voilà, et ces événements sont assurés en général, hein, d'accord. Et donc quand il y a donc annulation d'un événement, donc cette assurance s'enclenche. Donc et là, donc il y a eu une forte sinistralité. Un dernier exemple, et je termine par là, ça concerne maintenant les personnes. Donc il y a eu des maladies, des malades, il y a eu des décès, et donc il y a eu des indemnisations là aussi. Donc vous voyez, en fonction des branches... C'est très éclectique. C'est diversement apprécié. Voilà. D'ailleurs, il y a eu tout un débat, on se rappelle, dès le début du Covid, sur le rôle des assurances. Est-ce que réellement elles ont joué leur rôle ou pas? Voilà. Elles ont joué, hein, pratiquement elles ont joué. Et les personnes qui n'étaient pas couvertes pour certaines activités, par exemple, se sont retrouvées totalement à perte. Et les gens qui ont pris leurs dispositions pour couvrir leurs activités, notamment par exemple dans un secteur qui a été réellement sinistré, je parle du tourisme, y compris le tourisme d'affaires auquel vient de faire allusion ces messieurs, se sont retrouvés, pardonnez-moi l'expression, sur le carreau. Voilà. Carrément. Voilà. Et même pour les déplacements, effectivement, ils étaient minimes. Ouais. Il n'y avait pas les longs déplacements interwilayas pour l'Algérie et partout ailleurs, d'où des accidents de la circulation qui diminuent. Alors, aujourd'hui, un retour à la normale est prévu pour quand, Youssef Ben Missia? Si on est vraiment optimiste. Hein. C'est une question difficile. En 2021, moi, je lisais, je suivais un peu les analyses de spécialistes qui prédisaient qu'en 2022, disons, le marché de l'assurance se retrouverait un peu, disons, son rythme de croissance d'avant la pandémie. D'accord? D'avant 2019. D'avant 2000, exactement. Alors, en fait, cette reprise, elle a été un peu plus rapide que prévu par ces mêmes spécialistes. Donc, en 2021,
le marché de l'assurance mondiale, et même chez nous, on va en parler, a pratiquement retrouvé son rythme de croissance d'avant la pandémie. Et ça, les explications, tout à l'heure, j'ai commencé à en parler. Il y a la reprise, disons, grâce donc au vaccin, grâce donc à l'ouverture des frontières. Donc il y a une reprise de l'activité économique. Et ça signifie aussi, donc, puisque l'assurance donc, est derrière, donc il y a une reprise donc, également de l'activité d'assurance. Mais aussi les conditions que j'ai citées tout à l'heure, le durcissement du marché mondial de l'assurance qui avait déjà commencé avant le Covid. Donc si on conjugue ces deux facteurs, donc on a une reprise plus vite qu'on s'attendait. C'est-à-dire qu'on est exactement au même niveau de croissance qu'en 2019, au niveau mondial, même au niveau du marché algérien. C'est-à-dire que la croissance qui est prévue, qui a été réalisée en 2021, elle est de l'ordre de 3,4% au niveau mondial. C'est pratiquement la même chose qu'en 2019. Et en 2022, disons, les prévisions seraient de l'ordre de 3,3% de croissance. C'est aussi la même chose au niveau du marché algérien. Donc il y a cette dynamique, disons, de reprise économique, de l'activité qui revient petit à petit donc, à la normale. Tout à fait au début, on se souvient, en 2020, beaucoup disaient que la vie ne reviendrait à la normale qu'en 2024, en 2023, 2024. Mais en fait, la surprise, disons, c'est un peu plus tôt. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Nordine ? Oui, clairement, il y a un ressaisissement du marché qui est corrélé à la reprise de l'activité économique. Il y a même une reprise de la compétition sur ce qu'on appelle les risques à développement court, les dommages, les risques chantiers, les transports, etc. Donc, tout ce qui était traditionnel et coutumier au marché des assurances avant 2019, avant l'impact Covid, est en train de reprendre de la vigueur. J'ajouterai un autre point que je soumettrai d'ailleurs à l'expertise de Sevel Messia, c'est que on assiste et on observe un recentrage très accentué sur les produits spécialisés qui ont été impactés auparavant. Par exemple, le tourisme aujourd'hui, il y a des développements très intéressants et on a une demande très importante sur les assurances dans ce domaine-là, les transports, le secteur de la construction, c'est-à-dire tous les secteurs qui ont été durement impactés durant la période de la crise sanitaire, sont en train de reprendre aujourd'hui une activité et le résultat c'est que le marché est en train de se spécialiser, de s'orienter vers ce type de produits-là, de couverture de ce secteur-là. Alors, est-ce que je peux vous poser la question suivante, Sibel Messia, avec tout l'impact de cette crise sanitaire maintenant sur le secteur des assurances, qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. Clairement. Autrement dit, quels sont les enseignements finalement de votre secteur après cette je suis entièrement d'accord, crise inédite? Je suis entièrement d'accord. Il y a un avant-Covid et il y a un après-Covid. Effectivement, nous avons, le monde a vécu une situation exceptionnelle qui a surpris tout le monde, y compris les spécialistes, y compris ceux qui, dans le métier, est de prévoir, justement. Donc, je disais qu'avant Covid, disons, le marché de l'assurance donc a subi une transformation. Déjà, je disais à partir de 2018-2019, je parle au niveau global, d'accord, du fait des catastrophes naturelles et des changements climatiques. C'est ça. Donc il y a eu énormément de dégâts, énormément de catastrophes qui ont été indemnisées, qui ont été payées par les assureurs, par les compagnies d'assurance. Donc, alors qu'avant 2018, le marché était dans ce que nous on appelle dans notre jargon un cycle soft, baissier, c'est-à-dire que les prix étaient abordables, les conditions étaient abordables, il y avait énormément de capacités financières à travers le monde, mais donc avec cette disons évolution des catastrophes naturelles, donc le marché a commencé déjà avant le Covid, donc avec ce que nous on appelle donc les risques émergents, dont les changements climatiques et les risques de catastrophes naturelles. Avec le Covid, c'est d'autres, disons, les enseignements
qui ont été tirées, en fait, c'est cette analyse du risque et cette démarche de gestion du risque, justement, qui a été revue, qui doit être revue entièrement. Je vous repose peut-être la question autrement. Est-ce que les assurances prendraient plus de risques à l'avenir qu'avant le Covid? Ils prendraient des risques toujours calculés. Voilà. Ils prendraient des risques toujours calculés. Il y a beaucoup d'enseignements de cette crise. Et justement, parce que cette crise m'a fait, a montré qu'il y a encore d'autres risques qui ne sont pas maîtrisés totalement. C'est pour ça que je parle de démarche de gestion et d'analyse du risque, qui ne sont pas maîtrisés et qui méritent que l'industrie de l'assurance s'intéresse et maîtrise, mais peut-être pas toute seule. Ce n'est pas uniquement l'assurance. Je fais allusion, vous savez, les catastrophes naturelles, en fait, ne sont jamais prises en charge entièrement par les sociétés d'assurance. Il y a des mécanismes. Et dans ces nouveaux risques émergents, exactement. Donc, ce sont des mécanismes à trouver pour pouvoir prendre en charge ces nouveaux risques. Voilà. Mon cher Nordine ? Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a de nouveaux paramètres. La pandémie a été un point de basculement qui a eu un effet très lourd sur le marché et sur le comportement de ces acteurs. Moi, j'ajouterais un seul point par rapport à avant et après Covid, Ahmed. C'est qu'après Covid, il y a quelque chose, un produit qui s'est imposé, c'est celui de l'assurance du risque numérique. Parce que tout le monde a commencé à travailler à distance, tout le monde a commencé à pratiquer le télétravail, et le télétravail, comme toute activité, a ses risques et parfois ses désavantages. Et on a découvert qu'il pourrait y avoir des failles sur les risques des produits que vous manipulez ou sur l'information que vous êtes en train de diffuser, vous en tant que chef d'entreprise avec vos collaborateurs, etc. Et on a découvert que sur ce créneau-là, il y avait quelque chose à assurer et à produire. Et je pense que c'est un des paramètres aussi qui est indicateur du basculement dont on est en train de parler depuis le début de l'émission. D'accord. Bon, je pourrais peut-être rajouter, si vous me permettez. En fait, j'ai parlé des risques émergents. Parmi les risques émergents, ce sont les cyber-risques. Ces cyber-risques, font partie un peu de l'évolution normale de la technologie et de l'utilisation de ces technologies. Et ça s'est accentué, effectivement. Donc, avec, l'utilisation par tout le monde, donc de ces technologies, de l'information et de la communication. Et le risque s'est accentué. Le risque aussi, donc de cyber-risque, cyberattaque. Donc, et là, donc ce risque émergent est devenu un peu plus, s'est accentué par rapport, à ce qu'on avait connu par le passé. Sur ce point, j'ajouterai juste un point qui me semble important. Il y a un réassureur suisse dont je tairai le nom, qui évalue le marché de la sécurité numérique à l'horizon 2030. Tiens-toi bien, je te tutoie, Ahmed. Bien sûr. 30 trillions. Après tant d'émissions, vous pouvez pas mettre. 30 trillions de dollars en 2030 comme estimation. Donc, pour le risque numérique. Donc, c'est dire l'importance de ce marché émergent et de ce que la pandémie, en fait, a généré comme bouleversement du marché des assurances aujourd'hui à l'échelle internationale. Très bien. On a parlé du monde. Il y a quelques produits. Peut-être qu'on va, si le temps nous permet, parler tout à l'heure de ces nouveaux produits d'assurance. L'Algérie maintenant, M. Ben Messia, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement avec tout ce tissu des compagnies d'assurance qui existent chez nous, nationales, privées, multinationales, on a de tout. Ouais. Alors, quel a été vraiment l'impact sur notre pays? Alors, le marché compte 23 sociétés d'assurance, comme vous le dites, publiques, à capitaux publics, à capitaux privés, à capitaux étrangers, à capitaux mixtes. En 2020, c'est pratiquement toutes ces sociétés qui ont été impactées. Pratiquement, je dirais peut-être à l'exception de quelques sociétés, mais pratiquement tout le marché donc, a été impacté, comme d'autres marchés, hein, comme d'autres pays.
ce sont les mêmes raisons en vérité. Ce sont les mêmes raisons. Mesures préventives qui ont été prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation, confinement partiel, distanciation. Et aussi parfois disons pas de moyens de transport, etc. Donc forcément impact il y a. L'impact il est là. Donc et toutes les branches d'assurance, à l'exception d'une seule branche d'assurance qui n'a pas été impactée, toutes les autres branches d'assurance ont. Et qui est c'est l'assurance des biens des entreprises. D'accord. C'est la seule qui a, disons, continué sur le rythme. Oui, voilà, qui n'a pas connu une régression. Toutes les autres, y compris l'assurance automobile, l'assurance des projets, comme tous les projets étaient à l'arrêt, l'assurance transport, les assurances de personnes aussi, notamment l'assistance du voyage, etc. Donc, toutes ces branches-là ont été impactées et en fait, la baisse du chiffre d'affaires elle a été de l'ordre de 5%. 5%, c'est énorme quand même. Hein. Donc, sur 140 milliards de dinars, imaginez 5%. Donc, c'est des montants importants. Ça, c'est en 2020. Mais, comme partout ailleurs, donc, il y a eu une reprise. En 2021, du fait de la reprise justement économique, du fait des mesures qui ont été prises donc pour endiguer la pandémie, les vaccins, etc., l'ouverture des frontières, disons la reprise économique et sociale, donc elle a eu aussi un impact positif cette fois-ci sur le secteur des assurances. Alors, 2021, on est revenu au même niveau d'activité qu'avant la pandémie. C'est-à-dire avec une croissance de l'ordre de 5%. Donc le chiffre d'affaires est là. La plupart des branches ont connu, donc ont enregistré une progression. Je dirais, à l'exception de l'assurance automobile. On va en parler. Voilà. Alors finalement, on s'en sort comment encore cette question, et je vous donnerai la possibilité, Nourdine, de réagir. Par rapport à d'autres pays arabes et africains, on s'en sort comment ? Alors, il y a des marchés qui n'ont pas connu d'évolution. Nos voisins. Juste le minimum, c'est-à-dire 0% de croissance ou 1% de croissance. Il y a des marchés qui ont connu, comme le marché égyptien, qui ont connu une croissance quand même. Mais il y a d'autres marchés qui ont enregistré, en Europe aussi, même des marchés européens, en France, une baisse importante du chiffre d'affaires en 2020. Donc, disons, c'est vraiment diversement apprécié là aussi, donc en fonction des caractéristiques de chaque marché. Donc, il y a eu des marchés qui ont maintenu le même niveau d'activité, d'autres qui ont connu des baisses beaucoup plus importantes que la nôtre. On a vu des niveaux de baisse de moins 8, moins 10%, donc dans certains marchés, et d'autres qui ont maintenu donc, le niveau disons, de croissance. Donc moins 5%, on reste un peu dans la bonne moyenne. On est, disons, peut-être, disons, la moyenne en fait mondiale, elle est de l'ordre de moins 1%, pour vous dire. Mais il y a des marchés qui ont eu des baisses de leur activité de l'ordre de 8 à 10%. D'accord. Voilà. Nourdine Azzouz ? Oui, juste pour souligner que 2020-2021 ont été des exercices très compliqués pour le marché national des assurances. 2020, je crois qu'il a enregistré le taux de croissance le plus négatif de l'histoire même du marché. Voilà, avec une perte de près de 10 milliards. C'est ça. Voilà. 2022, il y a une reprise. Clairement, et elle est d'ailleurs actée et marquée par la note de conjoncture que vient de publier récemment le Conseil national des assurances. On est autour d'une reprise autour de... Vous parlez de 2021 ? 2022. Ah, 2022. Voilà, autour c'est les chiffres du premier trimestre. 5,2%. C'est que donc, il y a un ressaisissement du marché, une reprise des activités et qui augure en fait d'un exercice 2022 qui devrait nous faire oublier les années 2020-2021. J'insisterai sur un point pour passer à autre chose, si tu permets, Ahmed, c'est que 2020-2021 ont été des exercices très compliqués, tellement compliqués que, là je parle sous le contrôle de Sylvain Messia, c'est que le marché est entré en crise depuis 2014, quand nous sommes entrés
pratiquement en difficulté avec la chute des cours énergétiques. Donc ça a été deux exercices épouvantables. Et le fait que l'on reprenne aujourd'hui, en fait, dénote de la résilience et de la capacité de réaction du marché d'une manière extraordinaire. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, notre marché national des assurances, a connu des niveaux de croissance à 2 chiffres qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein, dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010. Déjà, entièrement raison. Bon, c'est lié aussi à la conjoncture économique, hein, là aussi. Donc, mais à partir de 2014, donc, même si on voit sur un graphique, on voit donc une tendance comme ça, ensuite de 2014 jusqu'à 2018, une stagnation. Liée, là aussi, donc, disons, à la baisse du prix du pétrole. Bien sûr, ça a impacté. Donc, ça a impacté, donc, pas seulement. Il y a aussi, disons, la baisse des importations. C'est lié à une baisse des importations, des importations de véhicules. Donc c'est lié et ça fait que le taux de croissance du marché pendant ces années-là a été très modeste. Quand je dis modeste, il y a eu une croissance, mais modeste de 2-3% chaque année, jusqu'en 2019, où on y a eu une bonne reprise, puisque en 2019, le taux de croissance était de l'ordre de 5%. Alors justement, le secteur automobile, on en parlait, il est clé, j'ai envie de dire, dans le monde des assurances, et tout le monde le sait, hein, on l'apprend à personne. C'est un secteur qui est en berne chez nous depuis un certain nombre d'années, donc on n'importe plus de véhicules, même pour ce qui est de la production locale aussi, elle est passée par 36 000 feuilletons, donc on ne sait vraiment pas comment ça va se décompter et ça va se régler. Comment le secteur des assurances arrive finalement à compenser? On se pose cette question, parce que le plus gros venait du secteur de l'automobile. Alors, avec l'occasion, est-ce qu'on s'en sort bien? L'assurance automobile représente, disons, un peu moins de 50%. Bon an, mal an. Un peu moins de, disons, 50%. C'est énorme, 50%. Hein. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas propre au marché algérien, entendons-nous bien. On retrouve cette structure dans beaucoup de pays émergents. À l'inverse, dans les pays, par exemple, développés, ce qu'on retrouve, c'est l'assurance vie qui a la part la plus importante, 50%, et le reste. D'accord ? C'est pas vraiment dans notre culture. Voilà. Donc, disons pour dire que c'est une particularité, bien sûr, du marché algérien, mais aussi des marchés similaires. D'accord ? Donc, l'assurance automobile, elle a toujours été prépondérante. C'est la part du lion, tous les cas. C'est la part la plus importante. Mais, disons, ce n'est pas dû au caractère obligatoire de l'assurance. Hein, parce que c'est vrai que l'assurance est obligatoire, mais uniquement pour la partie responsabilité civile, qui ne représente que 25%. Donc la partie obligatoire ne représente que 25%. Il y a eu des résultats, disons, qui n'étaient pas bons sur le plan technique, du fait donc d'une stagnation donc du revenu de l'assurance automobile, mais combiné à une augmentation donc, du coût, disons, des sinistres, c'est-à-dire des accidents, etc. Ce qui a, disons, entraîné un peu une réflexion au niveau du marché pour essayer de limiter, disons, cette situation en mettant en place un accord marché, un protocole d'accord, disons, pour essayer, en fait, d'équilibrer, disons, cette branche d'assurance automobile. Donc, on a mis en œuvre, donc, au niveau de l'UAR, donc, cet accord en 2020 et 2021. Peut-être que c'est ça qui va améliorer, donc, disons, la situation de cette assurance automobile. À l'avenir. Voilà. Un commentaire pour l'assurance automobile, noté ? Un commentaire d'abord général sur le marché d'une manière générale. Moi, je trouve qu'il souffre quand même d'une certaine image d'ancienneté. C'est-à-dire qu'il ne se renouvelle pas. Disons que le renouvellement se fait de manière un peu lente.
Mais je pense que ça aussi, c'est corrélé aussi au rythme des réformes. Je pense que quand les réformes du marché économique et des activités économiques vont s'accélérer, je pense que le marché va suivre. Il y a aussi un problème de culture aussi. De culture, l'assurance vie chez nous, c'est quelque chose qui est difficilement admissible auprès de la majorité des gens pour des raisons de croyance Culturel. Voilà. Mais il y a aussi d'autres créneaux qui devraient évoluer en fonction, là aussi je reviens encore des réformes. Par exemple, le parc immobilier aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, il est assuré autour de 12%, c'est pas quelque chose de très important. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'intervention de l'État. Comme pour la couverture risque. Séisme, Oui, catastrophe. l'État est toujours là, généreux, il est présent quand il s'agit d'être présent, et il couvre, etc. Et l'assureur, ou l'assuré lambda, ou le citoyen lambda, a été habitué pendant, là on est en 60e anniversaire, pendant 6 décennies, à ce que l'État soit présent. Mais je pense que ça, c'est un processus qui est, je pense, arrivé à son terme et qu'on va enclencher autre chose qui va probablement induire des transformations au niveau des marchés et ça va se répercuter par des demandes plus importantes sur des produits qu'on ne voyait pas jusque-là. Alors vous m'inspirez justement la question de cette notion d'obligation. Oui. L'assurance obligatoire pour l'automobile, c'est le cas, pour d'autres bas. Oui. Si on fait un benchmark avec ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on peut rendre certaines assurances chez nous, en Algérie, obligatoires? Là aussi, c'est une question très importante qui fait débat. À l'UAR, certainement, oui, vous en discutez à chaque fois que vous réunissez. Qui fait débat, pas seulement chez nous. Alors, en fait, il y a des assurances qui sont obligatoires de par la loi. Il y a des assurances qui sont obligatoires contractuellement. Et en dernier lieu, il y a des assurances qui sont en fait obligatoires moralement. Je vais donner des exemples pour les trois cas. Les assurances qui sont obligatoires de par la loi, elles sont connues, elles sont citées dans la loi. C'est des assurances pour protéger les autres. C'est ça. Pour protéger les autres, c'est-à-dire pour protéger les tiers. C'est ce que nous, on appelle l'assurance responsabilité civile. C'est le cas de l'assurance automobile. Donc, ce qui est obligatoire, c'est uniquement pour protéger donc, les autres. C'est quand quelqu'un est responsable d'un accident et qui cause des dommages à un autre. Donc, l'assurance va bénéficier à ce tiers. Ça, c'est l'assurance obligatoire par définition. Et dans notre... et c'est ainsi partout dans le monde, je pense. Et c'est ainsi partout dans le monde. Peut-être à quelques nuances près. Et ces assurances obligatoires chez nous, ce sont ces assurances-là qui sont listées, disons, qui sont citées dans la législation algérienne. Il y a aussi d'autres assurances obligatoires. On parlait des catastrophes naturelles depuis 2003. Donc ça fait, depuis le séisme de Boumerdès. Depuis le séisme de Boumerdès. Donc c'est une assurance qui est obligatoire pour tout propriétaire d'un logement, à titre en particulier, et aussi pour les entreprises donc, et les commerces, qu'ils soient propriétaires ou non. Donc c'est une assurance donc, qui est obligatoire. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Alors justement, voilà. Le chiffre qui a été donné par Sénordine, il est correct. Donc, 12%. C'est 12%, exactement. C'est 12% du parc immobilier, aux alentours de 9 millions de logements à peu près, un chiffre, disons, 12% qui disposent d'une couverture d'assurance contre les catastrophes naturelles. Donc c'est une assurance qui est obligatoire. Il y a une autre assurance qui est obligatoire et qui est importante. Elle s'adresse aux entreprises et aux commerces, c'est l'assurance contre l'incendie. Alors cette assurance, elle est obligatoire seulement pour les entreprises qui appartiennent à l'État. D'accord. Donc un privé n'est pas obligé de la contracter. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'au niveau de l'UAR, donc les sociétés d'assurance ont proposé donc, que cette obligation d'assurance soit pour tout le monde. Assurance obligatoire pour le public ou pour le privé. Ça, c'est une proposition qui est formulée donc, pour que cette assurance obligatoire. Pourquoi, en fait, c'est pour protéger un patrimoine national. C'est pour protéger des infrastructures et des installations industrielles nationales, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Troisième lieu, je parlais des assurances obligatoires contractuellement. Elles ne sont pas obligatoires par la loi, mais, disons, par contrat.
Si, par exemple, il y a deux entreprises qui contractent, disons, pour réaliser, par exemple, un ouvrage, etc., réaliser une construction, donc il y a un article qui oblige l'entrepreneur à souscrire des contrats d'assurance chantier. Donc cette assurance n'est pas obligatoire de par la loi. Elle le devient dès qu'il y a contrat. Dès qu'il y a contrat, d'accord. Et enfin, il y a les assurances qui sont obligatoires moralement. Un patron d'une entreprise, même si on n'oblige pas à souscrire des contrats d'assurance, moralement, s'il a des biens, s'il a une richesse, s'il a un patrimoine, ils se sont moralement obligés de l'assurer. Il y a des assurances obligatoires qui servent à protéger l'économie aussi. Par exemple, quand on parle d'obligation d'assurance des installations industrielles, en fait, c'est pour protéger l'économie nationale. Voilà ce que, disons... La liste est longue, hein. Absolument. Il y a un concept très important que moi, j'invite les acteurs du marché à développer, parce qu'il est en cours dans les débats ailleurs, c'est d'associer la question de l'assurance à l'épargne, parce que c'est de l'épargne en fait. Vous épargnez pour vous protéger quand il y a une situation, par exemple, d'épreuve, ou quand vous êtes confronté à des risques qui mettent en péril vos biens ou des infrastructures industrielles. Et donc, réellement, hein, c'est-à-dire que l'assurance aujourd'hui, c'est une forme d'épargne en fait. Voilà, le shedda, comme on dit. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette situation pousse les assureurs, en Algérie déjà, puisqu'on parle de l'Algérie maintenant, à lancer de nouveaux produits qui intéresseraient éventuellement les Algériens? Je présume que vous faites régulièrement une étude de marché. Juste un point très important, excusez-moi. Ça vous inspire une idée? Oui, à propos de la question d'épargne. Quand vous regardez par exemple la part du secteur agricole qui est minime par rapport à l'importance qu'il a, donc, il y a réellement un travail à faire. Hein. Moi, j'ai un chiffre, là aussi, il est autour de 1,3%. 507 milliards de dinars, c'est pas beaucoup. Il est en baisse de 15%, de plus de 15%, alors que le secteur agricole, c'est un secteur qui est pas par définition soumis aux aléas climatiques, au risque des inondations, etc., etc. Donc, si les opérateurs du secteur intègrent ce paramètre d'épargne et de se protéger en cas de risque, vous imaginez un petit peu le gain. Et pour le marché de l'assurance lui-même, qui est, on l'oublie aussi, pourvoyeur d'emploi et de richesse, parce qu'on l'oublie aussi, voilà, et pour les opérateurs, pour se protéger en cas d'adversité. Vous voulez réagir avant de répondre à la question? Oui, bien sûr, c'est un sujet aussi très intéressant et important. L'assurance agricole représente à peu près 2% dans la structure, disons. C'est peu. Hein? C'est très peu. Et là aussi, elle peut être obligatoire, non obligatoire. Ça dépend des cas. Justement, là, je vais vous donner un exemple, comment certains pays ont pu développer l'assurance agricole, qui est très importante dans des économies très avancées. En fait, c'est l'État. Au lieu de subventionner l'agriculteur lui-même, d'accord? Au lieu de subventionner donc l'agriculteur, il subventionne la prime d'assurance. D'accord? C'est l'État qui subventionne une partie de la prime d'assurance. De la prime d'assurance. Pour que quand il y a un sinistre, l'État n'aura rien à payer. C'est l'assurance. Quand tu as des incendies de récolte, etc. D'accord? Donc, et qui peuvent être aussi importants. Donc, c'est l'assureur, c'est l'assurance qui va prendre en charge, donc disons, les dégâts causés par les incendies, par de mauvaises récoltes, de mortalité du bétail, etc. Donc il y a en amont une subvention, et ça se fait, on ne peut pas citer les pays, mais il y a des pays qui subventionnent jusqu'à 80%. Et ça donne de bons résultats. Et ça donne des excellents résultats, puisque, disons, les agriculteurs sont bien couverts, sont bien protégés. Et le chiffre d'affaires de l'assurance agricole est très important. C'est une épargne, donc qui va bénéficier aussi donc, à l'économie. Ça, c'est une réaction que je voulais. Et l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Alors, chez ce nous, sont des propositions. Si nous faisons ce genre de propositions,
D'accord. Nous débattons de cela, nous faisons ce genre de propositions pour que l'assurance agricole soit aussi quelque part obligatoire. C'est un parti, c'est tout à fait normal. Le but étant de protéger, toujours de protéger, disons, le citoyen, l'agriculteur, etc. Voilà. Très bien, c'est un acteur économique. C'est un acteur économique très important. Oui. Et forcément, il encourt certains risques. Alors, les produits, c'était la question que je vous avais posée, les produits qui pourraient justement intéresser les Algériens dans le proche avenir. On vient de parler des risques agricoles. On vient de parler des risques agricoles. Donc, pour certaines sociétés, ce sont des produits nouveaux. Il y a des sociétés d'assurance qui se lancent aussi dans ce créneau-là. C'est bien. C'est bien parce que quand on est... Donc, il y a plusieurs opérateurs. Ça permet donc de développer, de diversifier. Ça met en place aussi un système de compétition. Donc, il y a des acteurs qui maintenant rentrent dans ce... pour eux, ce sont des nouveaux produits. Par contre, pour répondre directement à votre question, le nouveau produit phare qui est maintenant connu, c'est l'assurance Takaful. L'assurance islamique. C'est l'assurance, disons, qui répond donc aux règles, disons, de la Sharia. Compliance. Exactement. Comme on le dit dans le jargon. Voilà. C'est un nouveau produit. Bon, enfin, en fait, on parle beaucoup plus de système d'assurance, donc Takaful, puisque il y a eu maintenant, il y a les textes réglementaires, législatifs et réglementaires, donc qui autorisent donc l'exercice donc de l'assurance Takaful. Et il y a même des sociétés qui viennent d'être créées. Qui se sont lancées dans le produit. Voilà, donc il y a. Est-ce que vous y croyez, ces boursiers? Alors, sincèrement, je vais vous dire oui, pour répondre en toute franchise, bien sûr. Les expériences sont là. Les expériences aussi bien au niveau des pays arabes et musulmans. Cette assurance est en train de croître d'une manière très importante, d'année en année. Et l'expérience, elle est là aussi au niveau des pays non musulmans. On peut vous dire que, en fait, ça répond, disons, à un besoin, disons... D'une population. Exactement. Il y a une demande. Donc, autant la satisfaire. Ça a été vérifié dans d'autres marchés, dans d'autres pays. Donc, il y a une demande. Donc, il y a des produits pour satisfaire. Donc, chez nous, disons, c'est relativement nouveau. D'accord? On n'a pas encore ni de recul ou d'expérience pour dire est-ce que ça répond vraiment, mais nous avons les expériences. Donc, au niveau des autres marchés et au niveau des autres pays, nous avons des chiffres aussi. Donc, voilà. On peut dire clairement que c'est la tendance du moment aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a 2 sociétés d'assurance qui viennent d'être créées. Et il y a des sociétés qui ont été agréées sous forme de fenêtres donc pour pratiquer cette assurance-là. D'accord? Donc, aussi bien pour l'assurance de dommages, comme on dit, l'assurance des biens et de responsabilité, que pour les assurances de personnes. D'accord. Donc, des sociétés, donc les 2 sociétés, l'une elle est spécialisée dans l'assurance générale Takaful, comme on dit, dans l'assurance dommages, et l'autre elle est spécialisée dans le family Takaful, c'est-à-dire l'assurance de personnes. Alors, à côté de cela, et c'est lié, il y a ce qu'on appelle, nous, de nouveaux services et de nouveaux produits donc, qui sont proposés donc, par les sociétés d'assurance et qui sont très liés donc, à la digitalisation. Alors, ils proposent la même chose, ils se concurrencent, ces différentes compagnies d'assurance. C'est la même tendance ou chacun essaye de proposer quelque chose d'inédit? Alors, en matière de digitalisation, en fait, il y a disons, l'utilisation donc, de ce qu'offre la technologie. Paiement en ligne, paiement par Internet, souscription en ligne, déclaration de sinistre en ligne, suivi des dossiers donc, en ligne. Ça dépend des branches d'assurance aussi. Donc, il y a des sociétés qui proposent, donc, disons, des souscriptions en ligne pour les habitations, pour les catastrophes naturelles, pour les voyages et assistance. Donc, en fonction de la politique, disons, commerciale donc de chacune des sociétés. Très bien, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Un petit dernier mot?
Non, sinon sur l'évolution du marché en Algérie. C'est vrai que la digitalisation aujourd'hui est à considérer comme une des grandes tendances post-Covid dans le marché. D'accord. Voilà. Je vous laisse terminer sur le GAIF. L'Algérie vient d'abriter ce sommet des assureurs arabes après 38 ans d'absence. C'était à Oran. Il y a 38 ans, c'était à Alger. Vous êtes élu justement président du GAIF. Ça va se passer comment ? Quel rôle jouera l'Algérie sur le monde arabe? Et je vous laisserai terminer par l'Afrique, puisqu'il y a un sommet africain aussi qui est annoncé l'année prochaine. En ce moment même, effectivement. Alors, le premier GAIF qui a été organisé en Algérie remonte à 1978. D'accord. Donc, c'était la 12e édition qui a été organisée par notre pays. Donc, il a fallu attendre plus de 40 ans, en fait, après, pour que donc notre pays soit abrite ce genre d'événement. Donc, ça a été une demande, bien sûr, du marché algérien. Donc, cette demande donc, a été acceptée. Et cet événement devait se tenir en 2020. Exactement, en octobre 2020. Donc, mais avec la pandémie, donc, il a été reporté une première fois en 2021, ensuite une seconde fois en 2022. Nous avons quand même réussi donc à organiser cet événement dans de très bonnes conditions, puisqu'il y a une très forte participation de tous les pays arabes, aussi de tous les marchés, pratiquement de tous les continents. Il y a eu un niveau des interventions de très très haut niveau, donc qui ont permis en fait de sortir avec des recommandations. C'est pratiquement, qui collent à l'actualité de l'environnement mondial, ce qui est en train de se passer actuellement comme risque. Donc, toutes les recommandations sont issues des interventions, des débats et des discussions qui ont eu lieu pendant ce congrès. Et ce sont des recommandations, qui vont permettre une avancée, en fait. Une avancée parce que ça a été le fruit d'expériences, d'expertise, d'experts de renommée mondiale. Donc, ils vont permettre de faire une avancée, on l'espère, donc à l'industrie arabe de l'assurance. Et pendant ces 2 ans, ça va être débattu à chaque fois que vous en aurez l'occasion. Oui. Et sur le niveau africain, là aussi, on annonce en 30 secondes, M. Belmissir. Oui, alors, nous avons organisé la conférence de l'OAA, Organisation des assurances africaines, en 2008. D'accord. Ça fait 15 ans. Nous avons aussi concouru pour cette fois-ci, donc notre pays, a été. L'annonce va être faite au cours de cette semaine. C'est ça. Donc pour que l'Algérie abrite la 49e conférence de l'Organisation des assurances africaines en 2023, en mai 2023 à Alger, Inch'Allah. Merci beaucoup, Youssef Belmissir, président de l'UAR, l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance. Vous êtes, je rappelle, également président de la CAT, PDG de la CAT et bien sûr élu à la tête du GAIF. Nourine Azouz, directeur de rédaction, Quotidien Reporter. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la dernière émission de la saison. Merci de nous avoir suivis depuis le début et depuis le lancement de la chaîne Al24 News en novembre 2021. Merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à Nourdine Azouz, consultant hors pair, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler durant toute cette saison. Merci bien sûr aux équipes techniques qui nous ont accompagnés tous les mercredis soirs et qui ont assuré les directs. Je vous dis tout simplement très bonne suite des programmes. Bonsoir.